Bienvenue à toutes et à tous sur Goûter Panafricain. Aujourd'hui, c'est une journée historique. C'est la révolution au Niger. Le Niger se bat pour son indépendance. On est peut-être face à une décolonisation nouvelle, une nouvelle ère. Et ça va être le débat du jour. Autour de la table, vu que c'est exceptionnel, pour moi, c'est une situation qui va devenir une date importante pour la communauté africaine, pour le continent africain. Donc autour de la table, on a Hachem Sout, on a Aton et on a Thibaut Obou qui vont débattre sur cette situation au Niger. Petit résumé, le président Mohamed Bazoum qui était en pouvoir à la tête du pays du Niger a été destitué de ses fonctions par un coup d'État. Et voilà, il y a un nouveau général qui est en place. On va en parler sur le débat. Mais surtout, c'est une situation qui est vraie, qui est géopolitique. Car forcément la France a des intérêts dans ce pays et notamment la réserve d'uranium. Et sous couvert, soi-disant, de protéger le pays du terrorisme, eh ben la France occupait ce pays depuis des années et se servait tranquillement des matières premières à un prix très avantageux au détriment de la population qui est très très pauvre. Alors c'est un pays très riche et paradoxalement qui connaît un très grand taux de pauvreté dans ce pays. Donc il y a eu un ras-le-bol, c'en est trop et on est face à une nouvelle génération de dirigeants africains qui ont une vraie vision pour le peuple, pour le panafricanisme, avec Assimi Goïta pour le Mali, avec Ibrahim Traoré du Burkina Faso et voilà le nouveau général qui est maintenant à la tête du Niger. Donc on va parler de cette situation. Pense à nous laisser tes commentaires sous cette vidéo, sous le débat, et je te laisse regarder ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Panafricain. Alors aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel car on va parler d'une situation qui va, je pense, devenir historique. C'est la situation au Niger. Ce soir, ça va être un magnifique débat. Je suis impatient d'écouter les panélistes du jour. Je vais vous les présenter tout de suite. On a notre Égyptien, notre pharaon, qui est juste en bas. C'est Aton. Comment tu vas, Aton? Otep à tous. J'espère qu'on va parler pour Otep à tous. Et je dis qui nous accompagne, Otep, et puis bienvenue, que notre journée soit belle et que le cœur et l'amour soient dans vos cœurs aussi. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de partager en tout cas. Merci beaucoup. Juste aussi une autre invitée mystère, mais vous la connaissez maintenant parfaitement, vous connaissez sa voix. La voix féminine du groupe, c'est Hachem Sout. Comment tu vas, Hachem Sout? Je vais bien, de retour donc à Paris. Merci encore une fois donc de m'inviter donc pour pouvoir voilà coller au plus près donc de ce qui se passe actuellement donc au Niger, dans l'extrême nord donc de ce beau continent. Merci encore à Thibaut et à Aton donc d'être aussi là de la partie. Merci encore Thomas. Et la dernière personne, tu viens de l'introduire, c'est le président d'Africain du Monde, Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut? Oui, je vais très très bien. Merci Thomas pour ta force, ta puissance, ton énergie. Bonjour Aton, le grand pharaon, et bien sûr notre Adjessou, premier pharaon, la grande qui a dirigé l'Égypte pendant les années. Merci, ce que je peux dire. Merci, ok. Commençons tout de suite ce débat. On le sait là, c'est vraiment, je pense pour moi c'est quelque chose d'historique. On s'en rend pas compte, mais c'est peut-être les débuts d'une étape importante pour le continent africain. C'est cette situation au Niger. Alors, je pense même pas que, bien sûr, il y a eu des précédents. Il y a eu le Burkina Faso qui a eu son, entre guillemets, son indépendance avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Il y a aussi, bien sûr, le Mali qui a démarré avec Assimi Goïta. Et là, c'est au tour du Niger d'avoir un nouveau gouvernement. Petite introduction avant qu'on démarre le sujet. Donc, déjà, situation, le pays, le Niger. Donc, le Niger, en fait, il est situé en Afrique de l'Ouest, mais il a beaucoup de pays frontaliers. Il y a l'Algérie, les frontaliers du Mali, du Nigeria, du Tchad, du Burkina Faso. Le Niger est recouvert par le désert du Sahel. Et donc, on va aller très, très vite. Donc, le Niger, c'est un pays qui a été colonisé vraiment depuis très longtemps par la France. C'était son pied carré, on appelle ça son pied carré, c'est ça, si je me trompe pas. C'était son bout de terre favori. parmi tant d'autres, hein, parce que la France a colonisé beaucoup de pays en Afrique.
Et c'était même un territoire d'outre-mer en 1946. Et dans les années 60, dans les fameuses années 60, qu'on a beaucoup parlé sur les débats, donc le Niger devient indépendant, avec notamment le président Hamani Diori. Et ça, c'était une période, les années 60, c'est vraiment les périodes obscures, j'appelle ça. C'était les périodes où il y a beaucoup de présidents qui étaient très en faveur des pays francophones, qui étaient très soumis à la France, à ce pays colonisateur. Et Hamani Diori, il a un peu suivi ça. Il était très coopérant avec la France et très important, le pays, le Niger, qui détient de très fortes ressources minières, notamment d'uranium. Et depuis les années 60, même depuis même 71, et même bien avant, donc la France et le Niger avaient signé une sorte d'accord de coopération économique. Et donc, depuis toutes ces années, le Niger exportait vers la France son uranium. Voilà, à un prix forcément très avantageux. Et donc, je l'ai fait vraiment très rapide. Il y a eu beaucoup de présidents qui se sont succédés, il y a eu d'autres coups d'État. Et le Niger, en fait, malgré ses très fortes richesses minières, est un pays très pauvre et qui subit aussi actuellement aussi des attaques de terroristes, notamment du groupe Boko Haram. Donc c'est un pays qui vit dans l'instabilité, qui vit dans des situations très précaires. Et il y a eu un déclic. Ça s'est passé il y a quelques jours. C'est en juillet 2023, le 26 juillet plus précisément. Le président qui était récemment élu, Mohamed Bazoum, a été destitué par un coup d'État dirigé par le général Abdourahmane Chiani. Alors j'avais vu que Abdourahmane Chiani faisait partie aussi de sa garde rapprochée, mais oui, c'est vrai, il fait partie de la garde rapprochée. C'est on va dire, celui qui dirige la garde présidentielle. C'est à peu près la même équipe qui sont autour de. Voilà, c'était un peu la même équipe. Et donc de ce déclic-là, on arrive à une nouvelle ère, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les Africains veulent être les vrais responsables de leur pays et ne plus être sous la tutelle des pays colonisateurs, des pays occidentaux. Mais il reste toujours un peu des récalcitrants, notamment les pays de la CEDEAO, qui ont menacé de sanctions le Niger en leur demandant de rétablir l'ancien président Bazoum. La France, forcément, les États-Unis demandent le rétablissement du président. Mais il y a des révolutionnaires, des Africains, des panafricains, on verra le futur. Le Mali, d'Assimi Goïta, le Burkina Faso, d'Ibrahim Traoré, j'ai oublié le M, apportent le soutien au Niger et déclarent que s'il y a une intervention militaire sur le Niger, c'est une déclaration de guerre. Il y a aussi des drapeaux russes qui ont été brandis dans les rues. Voilà, c'est la situation actuelle. Forcément, elle va évoluer dans le temps. Et on arrive sur cette première question que je vais poser directement à notre pharaon du groupe, à Aton. Première question assez générale. Quelle est vos impressions sur cette situation au Niger? Non, c'est vrai pour moi, le Niger, c'est la fragilité, c'est une fragile stabilité, historiquement. C'est fragile, ouais. C'est avant tout une zone à cheval entre, comme tu l'as dit, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Les zones sont donc 3 frontières. Une frontière avec 3 pays que l'on nomme la Litato-Gourma, qui est une étendue transfrontalière et de savane, aride et pauvre, est devenue l'épicentre, on va dire, des gens qui veulent changer dans le Sahel. C'est bizarre parce que chez nous, en Afrique, on n'a toujours pas trouvé un mot pour dire renversement positif des gouvernements. C'est-à-dire, on exploite toujours le dialogue du colon sans se rendre compte que ça nous amène vers le bas. Mais bon, ça disons dit. Le Mali et le Burkina Faso, qui après plusieurs prises de pouvoir ont fait en 2022-2023, on les a tous vus, et qui ne voulaient pas de la présence française en Afrique, tout simplement, sur leur sol, c'est s'associer parallèlement pour leur lutte à le groupe Wagner, qui est un groupe paramilitaire, et qui est pas notre ami du tout. Pour moi, je veux le rappeler. Et pour terminer, je rappelle que le Niger, c'est l'un des pays les plus, comme tu l'as dit, l'un des pays les plus pauvres du monde, qui a décidé de profiter de ses ressources précieuses. Je rappelle que là-bas, c'est pétrole, uranium,
or, qui est l'une des monnaies d'échange mondiales. Donc, ils peuvent peser très facilement sur les degrés du monde. Et donc, il se trouve que le carrefour, et qui se trouve aussi sur le carrefour du Maghreb et de l'Afrique tropicale, c'est l'endroit non plus, nous aussi, avec de nombreux voisins. J'espère qu'on reviendra sur les accords avec l'Algérie, la Libye, le Tchad, qui sont pour moi des problématiques physiques dans ces territoires. Et ensuite, le Bénin au sud. Tu peux déjà commencer à le dire. Hein. Ouais. On va dire que l'Algérie, il faut pas se cacher, ces pays tout simplement du Maghreb ne sont tout simplement hostiles aux gens de couleur qui sont les gens noirs, quoi, tout simplement. On va pas se cacher derrière un mot. On va pas dire mélanoderme. Et donc ce sont l'un des pays où on voit le racisme s'étendre à une vitesse grande, tout simplement parce que l'Europe a décidé d'arrêter ses frontières, ce qui se déroule plus chez elle, mais se déroule maintenant en Afrique. On le voit bien en Libye, on le voit bien en Algérie, on le voit bien au Maroc, sur tous les drames qu'il peut y avoir sur notre population. Bref, il faut rappeler que c'est la France, l'allié, qui alimente cette guerre au Mali, avec des djihadistes pseudo là-bas, et notamment l'intervention de Boko Haram. Et c'est vrai que l'implantation d'Orano, qui est un groupe français, crée des problèmes, parce que la France peut se servir très facilement de l'uranium et de toute l'énergie qu'il y a là-bas, gratuitement. Aujourd'hui, il faudrait peut-être payer. Son dû. Mais juste pour revenir à ce que tu as dit là sur le Maghreb, quel est tu penses, leur positionnement avec le Niger, pour en revenir au sujet? Je reviens juste de ce qui se passe dans les pays d'Algérie. L'Algérie, par exemple, un grand pays frontalier sur le Niger. On le voit bien, si on prend une carte, on voit bien qu'au nord, c'est Algérie. Je rappelle que sur toute la ligne de frontière algérienne, qui est vraiment l'une des plus immenses qu'on puisse avoir avec l'est du Niger, les Algériens ont creusé des fossés de plus de 15 mètres de profondeur, avec des mines à l'intérieur. Vraiment, c'est une réalité, hein, on peut vérifier. Ils ont creusé ça, ils ont mis des mines à l'intérieur pour éviter que les gens subsahariens, comme ils les appellent, puisque je rappelle qu'on est tous des humains sur la planète et il n'y a pas de race supérieure ou inférieure, on est tous les mêmes, pour éviter que ces humains-là ne viennent dans leur territoire. Et je rappelle que historiquement, cette frontière est illégale. Aujourd'hui, l'Algérie ce qui est la deuxième armée la plus forte d'Afrique, veut se parfaire une image et veut soi-disant collaborer avec le Niger, mais je rappelle que dans les affaires, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des gens qui parlent affaires. Donc l'amitié, parce que ces pays arabes parlent la même langue, sont quasiment musulmans tous pareils, pour moi ça va être un problème à long terme et pas une solution. Et que ces guerres, pour moi, vont être, j'espère qu'on trouvera une solution ensemble, apaisante, comme on le fait à l'africaine, autour d'une table normale, et pas en brandissant des fusils et en se tirant dessus. Okay. Je vais laisser la parole aux autres panélistes, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, on va pas trop en dire dès le début. Je vais laisser la parole à Shensu. Toi aussi, tes premières impressions quand tu as appris ce coup d'État et cette situation au Niger? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont dites là actuellement. Alors on peut parler effectivement de surprise, hein, puisque moi j'ai été assez surprise donc d'apprendre ce coup d'État donc fin juillet. Entre guillemets, c'est un coup d'État et les généraux qui ont pris le pouvoir sont qualifiés donc de putschistes. Je voudrais juste indiquer quelque chose. L'asservissement, à mon avis, donc des peuples, hein, des populations du continent, ce dont nous assistons actuellement n'est que la confirmation de quelque chose qui a réussi. C'est-à-dire que les coups d'État, lorsqu'il y a un renversement de régime, de gouvernement, n'est que la succession d'événements de conflits qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la déportation, déjà, est un coup d'État porté à des empires. D'accord? Que la conférence de Berlin de 1885 est un attentat à l'encontre de la souveraineté des populations. Que, effectivement, lorsque l'on tire sur des populations, lorsque l'on crée, effectivement, des conflits de toutes pièces, c'est déjà un coup d'État.
ce sont effectivement des choses qui sont à l'encontre des règles de bienséance et de gouvernance qui préexistent sur un territoire donné pour des populations en particulier. Donc, lorsque effectivement on entend donc des cris d'orfraie un petit peu partout, d'orfraie, donc des gens qui se disent oh là là, nous sommes stupéfiés, que se passe-t-il, etc. N'oublions pas que l'asservissement, et je le redis encore, des populations révèle justement que la persistance de la désorganisation de ce continent est constante. C'est le seul, je le dis bien, c'est le seul endroit au monde sur cette planète que ce phénomène persiste, existe, continue à être prédominant. Effectivement, on a le sentiment que le colonialisme n'existe plus, mais l'on voit bien que lorsque la CEDEAO et tous ceux qui, comme je le dis tout à l'heure, se mettent à hurler qu'il y a une sorte d'attentat, d'atteinte à un principe légitime, un principe démocratique, ils devraient se regarder à deux fois avant de porter un jugement sur ce qui se passe réellement pour les populations aujourd'hui, confrontées depuis des siècles à une déstabilisation constante. C'est clair qu'ils aiment bien un peu inverser les rôles, il y a un peu une sorte d'hypocrisie. On va laisser la parole maintenant au président africain du monde qui va nous éclairer de ses arguments sur ses premières impressions sur cette situation au Niger. Oui, merci Thomas, merci à ton pour l'introduction et à Guesso pour la suite. Donc la situation au Niger, je pense que elle nous révèle quelque chose qui est très intéressant, c'est le déclin de l'Europe à l'heure actuelle, le déclin des pays qui se sont pendant des siècles accaparés des territoires africains, qu'ils ont exploité sans retour parce qu'en réalité, l'argent qu'ils utilisent pour payer les matières premières sont fabriquées chez eux. C'est du papier qui n'a pas réellement de valeur. Donc, ils ont pris les matières premières depuis longtemps à vil prix, pratiquement gratuitement. Dans le cas du Niger, par exemple, depuis les années 70, Athan vient de le dire, le groupe Orano, l'ancien Areva, a exploité l'uranium pratiquement gratuitement, sans y mettre les précautions d'usage, c'est-à-dire que sans protéger les populations par rapport aux irradiations, ils ont exploité comme comme la colonie, quand elle exploite, elle brûle tout, elle casse tout, et on en est un peu là au Niger. Donc ils ont laissé des millions de tonnes de déchets radioactifs, et tout ça au vu et au su de tout le monde, sans même qu'une simple association qui se dirait, on va dire, caritative ou humaine ne puisse dénoncer cet état de fait. Donc, les Nigériens ont pris ce qu'on dit, ils ont pris leur responsabilité en faisant partir un mercenaire au nom de Bazoum qui était leur président, arrivé par un système entre guillemets démocratique. Ça veut dire qu'un système arrangé, la démocratie actuellement tel qu'il est véhiculé par le monde occidental, c'est de l'arrangement. On met en place quelqu'un qui nous arrange, qui fait nos affaires, qui nous permet d'exploiter un autre pays à vil prix, sans qu'il y ait de contrepartie. Il faut dire que ce monsieur Bazoum, il a pendant longtemps au Mali, il était dans les groupes Touareg au Mali. Après ça, on l'a recyclé en ministre de l'Intérieur. De ministre de l'Intérieur, il devient président de la République. Donc c'est évident que en tant que président de la République, il ne peut que vendre le pays. Donc il y a eu de la rectification, il y a eu de la révolution pour ne pas que les Nigériens et donc les Africains continuent de mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur le territoire nigérien, il y a pratiquement plus de 4 armées. L'armée française, l'armée américaine, l'armée chinoise et canadienne, tous ceux sont sur place. Et malgré tout ça, les Nigériens ont réussi à faire partir leur soutien étant Bazoum. Donc c'est vraiment pour l'Afrique aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle.
ça va dans l'élan malien, qui a aussi fait partir un voyou de la même acabit. Je signale que quand Macron arrive au pouvoir, son premier geste, c'est quoi? C'est d'aller au Mali sans même avertir le président de l'époque. Il descend à Gao, et une fois qu'il est à Gao, il dit au président de venir le voir. Vous imaginez à quel point on traite les Africains, à quel point les Africains sont traités. Macron prend son avion, il débarque comme s'il allait à Marseille, en fait. Une fois qu'il est à Marseille, il dit au préfet de Marseille, mais écoute, est-ce que tu peux venir me voir? C'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé au nez et à la barbe des militaires. Ils étaient complètement, on va dire, démolis. Deuxièmement, dans le même pays, ils sont interdits d'aller pratiquement au nord, notamment la zone qu'on a voulu diviser. Le nom m'échappe pour l'instant, ça viendra au cours des débats, mais c'est une zone où les Maliens n'ont pas droit d'accès. Le premier ministre de l'époque a essayé d'y aller, mais il s'est fait arrêter, il s'est fait kidnapper, et il en est même mort. Vous imaginez, vous êtes dans un pays, vous ne pouvez pas aller au nord de votre pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit des gens qui viennent comme des voyous. Ils viennent prendre un pays comme on prendrait une banque. En fait, ici, quand on casse une banque, il y a au moins la police qui arrive après pour essayer de faire le constat. Mais en Afrique, c'est même pas le cas. C'est-à-dire qu'on braque un pays entier et il ne se passe rien. Après, il y a un relais médiatique pour dire que le Niger est un pays très pauvre, très très pauvre à leur échelle mondiale, que les gens n'ont rien. Mais attendez, quels sont vos critères? C'est quoi les critères? Quelqu'un vient chez vous, vous prend tout et vous dit que vous êtes pauvre. Et alors? Qui vous rend déjà ce que vous avez? Et à partir de ce moment-là, on pourra maintenant prendre les vrais critères pour savoir si vous êtes pauvre ou riche. C'est pas à lui de te dire que vous êtes pauvre, alors que c'est lui qui te prend tout. Donc, il va falloir revoir encore une fois le langage économique pour mettre les choses à leur place. Le Niger est un pays très, très riche qui a été appauvri par la France, l'Amérique et les pays européens, parce que une fois qu'ils s'accaparent, après ils viennent partager. C'est l'Europe. Après on partage un peu. S'ils ne gagnent pas grand-chose, ils gagnent un tout petit peu. Donc ils se protègent et personne n'en parle. Donc aujourd'hui, les choses sont au vu et au sous de tout le monde. Ils ont été, on va dire, c'est l'humiliation. Hein. C'est l'humiliation parce qu'il y a un ultimatum qui a été donné au. On va en parler de ça aussi. Alors, je ne sais pas si je peux. Oui. Vas-y, achète tout, toi. Oui, je voulais juste compléter ce qu'on vient de dire en introduction, c'est que à la suite donc des événements qui se sont précipités fin du mois de juillet, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a imposé un certain nombre de sanctions, mais surtout le Nigeria, qui ne va pas envoyer soi-disant des troupes au sol pour rétablir Bazoum à la tête donc de ce pays, n'a pas hésité, et ça c'est la BBC qui le précise à couper l'électricité, l'approvisionnement en électricité à un certain nombre à l'ensemble donc des foyers du Niger. Il faut savoir que le Niger n'a pas réellement d'entreprise de producteurs donc d'électricité, puisque elle est obligée donc d'importer à 70% donc cette ressource-là du Nigeria. Donc on voit là-dessous que, comme l'a dit Thibault, il y a quand même des attaques qui ont déjà commencé, qui révèlent une volonté de conquête, de reconquête. Ouais, d'affaiblir le pays, mais ils vont tenir bon. Moi, vous avez déjà un peu parlé, mais c'était juste pour vous avoir vos impressions sur savoir. Est-ce que vous pensez que la France va perdre en fait petit à petit ses privilèges en Afrique? Parce que elle en a, il y a le Niger, bien, il y en a encore beaucoup de pays qu'elle exploite. Est-ce qu'on arrive, ça y est, en fait, à la fin de cette mainmise qu'a la France sur le continent africain? Mais après, c'est même pas que la France, parce que, comme disait Thibault, il y a aussi les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie aussi qui est là. Faut pas non plus être naïf. Est-ce qu'on arrive un peu au début de la vraie indépendance africaine, en fait? J'ai envie de vous poser la question. Bon, moi je pense que après les autres. C'est-à-dire que si on parle en termes de privilèges, on considère que le Niger appartient à la France et que par conséquent, ces acquis vont commencer à partir. C'est vrai que le Niger a été braqué, donc on peut aussi considérer, puisque c'est
ils se considèrent et c'est comme ça qu'ils agissent. Dans l'état actuel, c'est là qu'il faut qu'on informe aussi quand même la population française et européenne que là, il s'agit depuis les années 70 et un peu plus tôt d'un pays qui a été braqué avec l'armée française pour accaparer toutes les richesses du sous-sol, de l'air et de tout ce qu'il y a autour avec une base militaire qui est implantée depuis longtemps. La dernière qu'on a chassée du Burkina Faso se sont retrouvés au Niger. Donc, en termes de privilèges, c'est vrai qu'il y a un accaparement. Mais ce qui est sûr, c'est pas une question de perte de privilèges, c'est que ils ont repris ce qui leur appartient. C'est-à-dire que non seulement ils ont repris ce qui leur appartient, il va falloir aller plus loin dans l'analyse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire depuis, ça fait 50 ans qu'il y a une exploitation de l'uranium nigérien. Il faut demander à la France un bilan de 50 ans d'exploitation et de demander quelles sont les sommes qu'ils ont eues depuis 50 ans et quelle est la partie qui est partie au Niger. Auquel cas, une fois qu'on a fait ce constat, il va falloir maintenant faire un système de réparation. C'est-à-dire que, certes, ils ont exploité. Maintenant, il va falloir réparer. Ça veut dire que il va falloir payer tout l'uranium qu'ils ont pris, qu'ils ont pris à vil prix, qu'ils n'ont pas payé. Deuxièmement, ils ont laissé sur le territoire des millions de déchets radioactifs. Il va falloir qu'ils viennent les traiter. Et donc, pour qu'ils viennent les traiter, il va falloir il va falloir passer devant la justice pour que ceux qui ont fait ces gros dégâts, notamment Areva de l'époque, Orano d'aujourd'hui, puissent réellement payer. Parce que au-delà des privilèges, il y a les actes qui ont été posés qui sont des actes criminels. Aujourd'hui, on va dire l'espérance de vie des Nigériens, c'est 40 ans à cause des déchets radioactifs. Donc, c'est tellement grave qu'il faut aller au-delà et demander à tous ceux qui ont commis ces crimes de pouvoir les réparer aujourd'hui. On en est là. Donc, ils ont pris leur richesse du sous-sol, mais il faut se dire que depuis 50 ans, ça a été exploité. Donc, il y a une partie qui n'est plus viable. Donc, il va falloir faire les comptes pour que la partie qui a été exploitée puisse être rétrocédée au Niger via la voie de la justice. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire la voie de la force pour que ça soit fait. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'échange commercial entre le Niger et ses anciens bourreaux tant qu'il n'y a pas réparation. Je pense qu'il faut aller dans ce sens et pour que les choses se fassent dans le bon sens. En fin de compte, moi je suis pas géopoliticien, mais je sais que l'autonomie, ça s'obtient que par une seule chose. Et on a beau le dire, on a beau le voir, mais à travers l'histoire, on l'a vu, c'est la guerre. Donc, soit attends, lui, c'est le guerrier du groupe. Hein. Lui, il faut la guerre. Il lui faut le sang. Lui. Pour moi, il y a pas d'autre solution. J'ai jamais vu une nation se relever avec des lâches. Jamais. Malheureusement, notre bourreau connaît ils nous ont étudiés. Ils connaissent l'Africain par cœur. Ils savent que si tu tires sur 100 Africains, tu tires une balle dedans, tous les autres s'en vont de droite à gauche, en l'air, en bas. Donc notre ennemi nous a étudiés. Mais il faut devenir africain, je dirais. Faut aimer ce qu'on est. Faut aimer Kama. Et notre problème, pour moi, le plus gros problème, c'est la CEDEAO. Tout de suite, là maintenant, c'est la CEDEAO. Je rappelle que là-bas, on paye en France CFA. Car l'Occident, et je rappelle aussi que l'Occident n'a rien chez eux. Tout le trésor du monde se trouve ici, à Kama. Il faut aussi parler des contrats coloniaux. Je sais pas, on n'en parle pas, on a l'impression que ça n'existe pas. Ces contrats coloniaux qui doivent être effacés et vite, car la richesse de chez nous, à Kama, elle n'a pas de prix, quoi. C'est nos vies qu'on doit lancer. Malheureusement, je constate aussi qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes atomiques pour se défendre, on n'a pas d'armes culturelles, sociales et ensemble pour vivre ensemble. Mais il nous faut trouver des solutions et rapidement sur ça. Donc, effacer la CEDEAO rapidement, en créer peut-être une nouvelle, une communauté d'Afrique, et surtout, effacer le franc CFA. Je rappelle que toutes ces zones qui se sont effacées, si elles se libèrent pas de leur monnaie, elles restent encore attachées. Culturellement, socialement, financièrement, tout ce qu'on veut.
Mais je rappelle que c'est l'un des pays, la Guinée, c'est l'un des pays le plus pauvre au monde, 22 millions de Nigériens. Niger, je veux dire, ouais. Niger, ouais, je confonds. 22 millions de Nigériens vivent avec moins de 2 euros par jour. Et faut constater un fait qui est inaliénable, c'est qu'actuellement, au Niger, on est à 99%. C'est un pays 2 fois comme la France, mais ils sont tous musulmans. C'est aussi un endroit peuplé par un peuple le plus ancien de la planète. Hein. On a beau regarder, on parle d'histoire, bon, on parle de 2000 ans, 3000 ans d'histoire. Quoi. C'est 3000 ans avant Jésus fictif pour moi. Donc on parle vraiment d'un endroit culturellement. Ouais, il y avait l'Empire Songhai, il y avait pas mal de choses. Ouais. Ouais. Voilà, on peut en parler, mais c'est vraiment, on parle de l'histoire, et le Niger n'a pas à avoir honte du reste de son histoire et du reste de son peuple, qui sont les Hausa principalement, et sur la planète, et je rappelle que sur la planète, un Nigérien sur 2, c'est aussi la population la plus jeune, un Nigérien sur 2 a moins de 30 ans. C'est quand même... Faut vraiment s'en rendre compte, quoi. C'est juste exceptionnel, c'est la population la plus jeune. Donc, on ne comprend pas que la population la plus jeune soit la plus pauvre de la planète. Voilà, c'est ce que je me posais comme question. C'est quand même dingue quand même de se dire qu'elle a une population jeune, elle a des richesses et c'est le pays le plus pauvre. Comme quoi, en fait, ce pays est gangréné par un virus. C'est les pays colonisateurs, en fait, qui le sucent jusqu'à la moelle. Ou aussi une mauvaise gestion. Quand je vois les pays, par exemple, des Émirats Arabes Unis ou qui font que d'injecter, qui ont encore plus d'argent, on dirait que c'est un puissant fond d'argent. Eux, tout roule pour eux, mais des pays comme le Niger qui ont autant de richesses, c'est tout le contraire. C'est ça qui est incompréhensible, en fait. Et même quand tu parlais de la CEDEAO, je me disais que quand la CEDEAO, quand on sera dans, je sais pas, en 2050, en 2060, en 2080, en espérant que les pays africains se soient tous réveillés et deviennent réellement panafricains et indépendants, et ben, quand on regardera la CEDEAO, on se dira qu'il y a eu un État carrément qui était un État traître, en fait. Des pays qui étaient traîtres. Mais des traîtres. Faut croire en son pays. Africains qui s'envoient des bâtons dans les roues, alors que il y a un pays africain qui essaie de se soulever, qui essaie de s'en sortir, et eux, ce qu'ils font, bah, c'est essayer encore de plus les ratatiner, en fait. Ils font le travail du maître. C'est quand même compréhensible. C'est eux qui les financent. La CEDEAO, c'est l'Europe qui finance. Donc, s'ils financent, qui se dirigent. Et c'est aussi triste qu'un pays... Les pays colonisateurs n'ont rien à faire, quoi. Ouais, voilà, exactement. Il faut se réveiller. Aimer sa cause. Faut se réveiller, quoi. C'est un effet de conscience qui nous est posé. Et le pétrole, mais je rappelle aussi une chose, c'est que ce pays riche. On va donner la parole après à Chen Soutois. Qui a envie de parler. Ce pays riche produit de l'uranium, et de l'uranium, du pétrole qui a été multiplié par 5 par sa production l'été dernier. Je rappelle les crises mondiales qui se sont déroulées dernièrement, et qui est aussi l'un des pays les plus importants en or. Même des gisements n'ont pas encore été découverts. Donc, c'est un pays à carte à jouer. C'est un pays qui a vraiment du potentiel. Et je rappelle aussi que c'est un des pays qui investit le plus dans son éducation. Il y a 21% du budget national qui est investi dans l'éducation. Faut pas l'oublier. Donc, il y a des choses qui peuvent être priorisées, mais je rappelle que sans panafricanisme, sans croire là où on est, sans croire en nos nations, à nos valeurs, ça n'évoluera pas. Vous pouvez être le pays le plus riche d'Afrique. Si vous n'avez pas une conscience, vous serez le plus pauvre en termes d'économie. Et surtout, ne pas être occupé, en fait, d'être totalement indépendant. C'est quand même dingue de se dire que ce pays qui est aussi riche a des troupes dans son propre pays, des troupes étrangères qui contrôlent ses richesses. Alors, moi, je voudrais juste préciser par rapport à ce que l'on est en train d'avancer là, si je peux me permettre. Vas-y. Oui, si je peux me permettre, c'est qu'effectivement, on est tous d'accord que que le continent a un haut potentiel et que ce potentiel-là, apparemment, il a l'air donc d'être accaparé, et il l'est, depuis de très très longues années, si ce n'est pas plus, des siècles, accaparé donc de l'extérieur, donc par tout un mécanisme assez sophistiqué, puisque aujourd'hui c'est des montages carrément financiers qui permet effectivement d'extraire donc la richesse au détriment, effectivement, comme on l'a précisé, de la population. Il y a donc un enjeu énorme, car même il me semble que rien ne se passe dans d'autres pays, par exemple du continent, les pays lusophones, par exemple en Angola,
ou bien dans les pays plutôt anglophones de l'Est, il y a quand même un constat que l'on ne peut que poser, c'est que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a un mécanisme de prédation qui a déjà été installé et qui gangrène effectivement ce continent par des groupes mafieux, mafieux entre guillemets, qui viennent des groupes mafieux en col blanc, qui sont très au fait au niveau juridique et des montages pour pouvoir effectivement mettre à la main sur ce que l'on pourrait appeler les ressources et de donner une valeur ajoutée à la ressource brute, puisque je le rappelle, toutes les ressources sont sorties donc du continent pour être transformées ailleurs. Je rappelle juste une chose, c'est que actuellement, et ça, je vais retrouver donc juste mon information pour ne pas me tromper, c'est que actuellement le Niger fait face à quelque chose de vraiment incroyable. C'est que la fermeture donc des frontières va de pair avec les financements. C'est-à-dire que le Niger va se retrouver donc plus ou moins dans une situation de déséquilibre budgétaire. Je rappelle que pour les dépenses publiques, le gouvernement va sur les places financières pour pouvoir lever donc des fonds, des emprunts pour pouvoir payer la justice, pour pouvoir faire face à des dépenses les plus élémentaires et régaliennes, etc. Et que d'un autre côté, il y a des opérateurs privés qui, par leur extraction, par leur participation au niveau économique, doivent, par l'impôt, accompagner l'État nigérien dans ses efforts en direction des populations. Le fait que la CEDEAO a pris donc un certain nombre de sanctions fait que le Niger doit rembourser à peu près 70 milliards de francs CFA pour septembre. Ça veut dire qu'elle va se retrouver dans une situation assez incroyable, en sachant que le Nigeria avait un projet d'envergure avec le Niger, et que tous ces projets se retrouvent suspendus. Et notamment pour les investisseurs dans le domaine minier, n'ont pas la possibilité effectivement de pouvoir mener à bien leur affaire, notamment les entreprises canadiennes. Et on voit aujourd'hui qu'il y a 2 entreprises qui sont actuellement encore en activité. C'est une filiale du géant français Orano, qui s'appelle donc la société la société Sommer, donc qui continue donc à exercer actuellement au Niger, et la société Liptako qui continue d'exploiter donc l'uranium donc au Niger. Ça veut dire que on se retrouve actuellement sur une situation où on essaie d'asphyxier complètement, un peu comme ils l'ont fait donc pour la Russie, d'asphyxier donc ce pays-là par le biais donc de son économie et au niveau financier, en l'interdisant justement d'avoir recours donc à des crédits. C'est porter une atteinte directe à la population. C'est-à-dire que la CEDEAO, et notamment la Côte d'Ivoire, a des intérêts dans tout ça. C'est vrai que les activités frontalières avec les pays comme la Côte d'Ivoire étaient importantes, puisqu'elle avait 32,5% donc des importations vers le Niger s'effectuaient en temps normal sous Bazoum. Donc ça veut dire que aujourd'hui le manque à gagner est tel que vont faire le Mali et le Burkina Faso. L'Algérie, je n'ai pas encore entendu franchement les Algériens sur ce débat-là, en sachant que il y a un grand projet donc de gazoduc qui doit être mené, qui devait être mis en service à partir de 2024-2025. Donc toutes ces questions, ces rentrées d'argent soi-disant entre guillemets, vont être suspendues. En sachant que la manière dont les opérateurs publics, les opérateurs privés ponctionnent l'uranium
et les matières premières donc sur ce territoire-là est disons biaisé, c'est-à-dire que le Niger perçoit une rétribution moindre par rapport à la manière dont tous les opérateurs privés gagnent en extrayant donc à moindre coût, grâce au franc CFA, les hydrocarbures, etc., etc. Donc les matières premières. Alors. Ok, alors juste, ouais, je vais passer à la question suivante. Donc j'ai une autre question. En fait, après tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on se dirige en fait tout simplement vers une nouvelle ère basée réellement sur les intérêts des Africains? Et quand je dis union, c'est-à-dire l'union rêvée par Kwame Nkrumah, c'est-à-dire l'union panafricaine des dirigeants qui sont avant tout dirigés vers le peuple, dirigés vers leur pays et qui ne regardent pas vers l'extérieur, mais qui sont plus intracommunautaires. Est-ce qu'on se dirige vers cette nouvelle ère avec cette alliance Assimi Goïta, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, maintenant le nouveau général du Niger? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère, ou vous pensez peut-être que ne serait juste une fumée, un effet de mode et que ça va vite s'estomper? C'est l'entracte, reste bien connecté, il y a encore une belle partie juste après. Pense bien sûr à nous laisser un like pour nous prouver que tu continues à suivre notre travail. Et si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner, à nous aider à atteindre les 2000 abonnés. Je te laisse regarder tout de suite la suite. Non, moi je pense sincèrement qu'on se dirige vers quelque chose de beau. Mais je vais juste compléter un peu ce que disait Youssou tout à l'heure sur la partie économique. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'Amérique, l'Europe et tout ça ont mis en place des systèmes techniques farfelus, des systèmes qui est manipulé avec du faux en fait en réalité, ce qui fait que surtout cet système de les bourses, la place, les pays qui doivent aller sur le marché pour faire des emprunts, sachant que les pays n'ont pas de ressources. C'est pour ça il est important de revoir les notions économiques, parce que un pays qui n'a pas de ressources, qui n'a rien, arrive avec une stratégie intellectuelle à persuader le monde que c'est eux qui ont la décision et que c'est avec eux qu'il faut prendre de l'argent pour se construire. Mais prendre de l'argent sur quelle base? Quelle est la garantie de cet argent qu'on prend? Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Pour revenir au Niger, au Burkina Faso et au Mali, ça va faire maintenant 3 ans que le Mali est dans ce système. Le Mali a choisi maintenant de transformer eux-mêmes leur or et de payer en or. C'est-à-dire que le Mali ne paye plus en CFA, il paye en or tous ces échanges. Et le Mali n'échange plus avec la France ni avec l'Europe, parce que depuis qu'ils ont commencé, il y a eu un système de boycott qui fait que ils ont pratiquement fermé. Mais depuis, ça marche avec l'or. Ils travaillent avec l'or et le Niger va travailler avec la vraie valeur. L'or étant la vraie valeur depuis des millénaires d'années, ils ont l'uranium qui est aussi une valeur qui est réelle, même si ça a été exploité depuis 50 ans, qui fait que ça n'existe pas. Donc, en réalité, ceux qui devraient prêter de l'argent à la France, parce qu'on sait que la France aujourd'hui est à une dette abyssale qui parle de vraiment, c'est tellement faramineux que c'est du non-sens. Donc, comment ce pays qui est hyper endetté peut encore donner de l'argent aux autres pays à travers l'aide publique au développement? C'est du faux. Donc, il va falloir que nous agissions différemment et nous dénoncions ce faux. Donc, le Niger, tel qu'il est aujourd'hui, peut commercer avec de la vraie richesse, qui est son or, qui est l'uranium, qui est toutes les matières, l'eau. Le désert libyen, nigérien est gorgé d'eau, et l'eau étant la première ressource humaine dont tout le monde a besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Égypte et le Soudan et l'Éthiopie, ils ont un problème de barrage. Donc, les vraies richesses doivent être mises en avant et analysées et imposées. Et avec le temps, faire en sorte que nous sortions du
du faux. C'est-à-dire que pendant longtemps, pendant plus d'un siècle, on a marché sur du faux. Fonds monétaire international, Banque mondiale, c'est que du faux. Et on se rend aujourd'hui compte que ce faux était garanti par les bases militaires. Si c'est garanti par les bases militaires, on se rend bien compte que c'est du vrai faux. Donc, le Niger, aujourd'hui, avec la nouvelle direction qu'ils ont prise avec le Mali et le Burkina Faso, c'est la première fois qu'un pays africain dit que si vous attaquez le Niger, c'est une déclaration de guerre que vous nous faites. C'est la première fois que j'entends ça. Depuis combien de temps les Africains... Va pas trop vite, Thibaut, parce que ça sera la question suivante. Oui, ça sera la question suivante, mais ça permet de mieux comprendre quand même mon analyse pour dire que la solidarité telle que elle est mise sur la table, que nos enfants meurent dans l'eau de façon continue on va dire en Italie, en Espagne, Ceuta, Melilla et tout ça, personne n'agit, aucun pays n'agit. Il n'y a qu'un seul qui en a parlé. C'était le président Traoré en Russie qui disait que nos enfants meurent dans l'eau et donc la prochaine fois, ils n'iront plus mourir dans l'eau, mais ils vont venir demander leur pitance devant votre palais. C'est la première fois qu'un responsable politique de haut rang parle vraiment de ces ressortissants qui meurent tous les jours. On va vraiment dans une nouvelle direction vers une liberté des pays africains parce que cette liberté, comme le dit Athan, ne peut être que conquise par la force. Bah, ça sera le but de toute façon de la prochaine question. Mais c'est vrai que le discours de Ibrahim Traoré là, au comité russe, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il était assez authentique. On sent que c'est quelqu'un de jeune, on sent que c'est une nouvelle ère. Pour moi, c'est une nouvelle génération. Une génération qui n'a pas peur en fait des risques à prendre. En fait, j'aime pas trop cette expression rien à perdre, mais plutôt je dirais c'est une génération qui a tout à gagner en fait. On sent qu'elle a l'écrou et elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Et il faut que les autres pays africains prennent exemple sur lui. Il a un peu de l'essence de Thomas Sankara, un peu on pourrait dire. Ouais. Attends, ouais, tu voulais dire quelque chose. Et après, on va arriver sur la dernière question. Ouais. Il a un peu de l'essence de Thomas Sankara. Je rappelle que Thomas Sankara, son pays, il l'a relevé en 4 ans. Ouais. Donc, c'est possible. C'est pas impossible. S'habiller, jeter nos costards cravates qui n'ont rien à voir avec Kama, puis s'habiller avec nos propres tissus que nos tisserands savent faire. Je vais pas les rappeler ici, mais il y en a plein. Donc, on peut s'habiller d'après les régions où on est avec nos propres tissus, nos propres vêtements. Déjà, c'est représentatif, ça fait marcher notre marché. Et je rappelle que l'exportation d'or du Mali, en passant par le Burkina Faso, en passant par le Niger, mais c'est exponentiel. J'invite les gens à lire mes sources qui sont prises sur un livre de Marc-Antoine Pérouse de Monclos qui s'appelle « Une guerre perdue, la France au Sahel ». Mais ce que je vais résumer, c'est en 4 points. Je vais être rapide. Un, c'est que les Africains prennent conscience de leur puissance, parce qu'on est une terre de puissance, on n'a pas besoin de l'Occident, on peut vivre 1000 ans sans relation avec des autres. Les fruits poussent chez nous, on a tout, on a les trésors, l'or, le coltan, on a tout chez nous, on peut fabriquer des millions de téléphones avec les technologies qu'on a. On peut faire même voler des fusées gratuitement, on a tout. Donc on n'a rien à envier à personne, il faut éviter ce pessimiste latent que je vois sur certains. On n'a pas besoin de chercher chez les autres. Donc, et puis je rappelle qu'il y a une nouvelle ère qui s'est créée récemment, c'est les BRICS. On n'en parle pas, mais ils sont là. C'est une monnaie qui va arriver dans pas très longtemps que ça. On est dans 3-4 ans, le temps que ça se crée, et le dollar va péricliter logiquement. Donc, ça peut être une opportunité pour l'Afrique, là, ces BRICS. Une opportunité pour ces pays. Si vous voulez quitter un franc CFA et être une monnaie plus alternative et éviter les FMI, les conneries comme ça, qui sont simplement des alternatives financières pour alimenter l'Occident, faut prendre le train en marche, quoi. Je rappelle aussi que ces fous d'occidentaux, que c'est, on peut vivre donc 1000 ans parce que c'est des fous ces gens-là. On voit leur histoire, c'est simplement des gens pas bien, quoi. Faut arrêter de copier les gens fous. Revenons à notre histoire, notre paradigme, qui est celui de la compréhension de l'arbre à palabre, de discuter ensemble et surtout que nos anciens qu'on doit respecter aient une vision pour l'Afrique. C'est comme ça qu'on discutait il y a plus de 1000 ans et c'est comme ça qu'on doit raisonner. On doit revenir à nos valeurs, pas être sur une copie fictive des Occidentaux qui sont totalement fous et déréglés. Et je rappelle que cette région, elle est musulmane
et nos valeurs, elles sont africaines. Faut revenir à Kama. C'est la seule solution. Et cette vision politique, elle doit aussi s'armer de conscience. Donc c'est pour ça que j'appelle nos anciens, tous ceux qui ont encore un cerveau encore valable, de faire partie de ce moteur qui peut changer le monde. On n'a pas besoin des autres. On a tout chez nous. Voilà. Oui, alors je voudrais juste revenir sur. Et après, ça sera la dernière question que je vous pose. Oui, voilà. Bon, alors ça va aller très vite puisque effectivement il y a un certain nombre de choses que l'on ne voit pas et qui sont tout de même en profondeur, hein, et qui modèlent et modifient pas mal de pays donc du continent. Il faut rappeler que Macron avait précisé avant le déclenchement des hostilités que nous savons, hein, en Europe, hein, en Ukraine, il avait dit donc à Saint-Pétersbourg, en présence donc du chef d'État Poutine, que la Russie est européenne. Il l'avait prononcé, il l'avait dit. Donc ça veut tout dire. C'est vrai que il y a énormément de chefs d'entreprise, hein, russes, qui font de très belles affaires sur le continent africain. Et donc il y a quand même une guerre entre eux au niveau capital, hein, et capitalistique, hein, pour pouvoir effectivement accaparer telle ou telle société, telle ou telle mine. Là, il n'y a pas tellement de nationalité. Il y a juste des Européens. D'accord? Donc, lorsque l'on voit Macron danser en Afrique, dans les boîtes de nuit, c'est que il danse parce que la guerre est gagnée. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les Européens font de très belles affaires sur l'ensemble du continent, du Nord, hein, dans le Sahel, jusqu'en Afrique du Sud. Et la déstabilisation, d'une manière ou d'une autre, est le signe effectivement qu'ils peuvent prospérer dans les eaux troubles, les plus troubles, hein, qu'ils soient chinois ou n'importe quelle nationalité, ils peuvent danser. C'est une attitude, hein, que le chef d'État français ne va pas adopter lorsqu'ils seront en Chine ou aux États-Unis ou dans tout autre pays dit européen. Ce que je veux dire par là, c'est que les pays qui sont dotés, comme on est en train de l'exposer, et on le voit, hein, depuis les coups d'État, d'affirmer, et on le dit et haut et fort, que l'Afrique regorge de matières premières et que c'est un continent à haut potentiel et qu'il a une large part qui pourrait être rétribuée, revenir à la population. Que font les États? Quel est leur rôle? À part comme pour certains chefs d'État qui sont renversés par d'autres, etc., pour leur confort personnel. Il faut savoir qu'ils sont on va dire, hein, ils font comme ils peuvent. Hein. Notamment, ils essayent donc d'élaborer ce qu'on appelle des codes miniers. Hein, depuis les indépendances, pas mal d'États, hein, sachant ce qu'ils possèdent donc dans leur sous-sol, élaborent donc des codes miniers. Sauf qu'ils sont obligés à chaque fois de réajuster les articles de loi de ces documents-là au vu des pratiques des opérateurs économiques à l'égard des populations. Notamment, lorsque l'on voit ce qu'a fait Orano, hein, l'ex-Total, au Niger. Areva. Lorsque l'on voit Areva, Total est aussi présent pour les hydrocarbures, et je suis pas sûr que effectivement les pratiques soient peut-être plus en adéquation avec les principes de la COP, les COP qui se sont succédés. On entend très peu parler effectivement les grandes organisations de protection donc de l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que les États essayent de se doter d'avenants. Hein, ils créent donc des conventions pour protéger justement leur richesse, protéger leur population de ces prédations. Sauf que les opérateurs ont toujours un coup d'avance. Ils arrivent toujours avec une nécessité, comme ils disent, d'apporter, soi-disant, comme on l'entend pour les États européens, ils apportent un bien-être aux populations par le travail. Ok. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, des certificats environnementaux et social. Ce que vient de dire Thibault, c'est quand même une obligation qui est faite aux États européens et aux opérateurs de communiquer sur comment ils protègent justement les populations des dommages
qu'ils vont leur causer. Et comme vient de dire tout à l'heure Thibault, la société française n'a rien publié sur les manières et les procédures qu'ils allaient mettre en place pour protéger les populations à venir et actuelles des dégâts, je le dis bien, hein, sur leur santé et sur leur écosystème. Ça veut dire que l'on est sur une planète. Si ceux qui ont commis ce crime, parce que c'est un crime, pensent qu'effectivement, il y a une frontière invisible et que les particules du sable du Sahara vont forcément s'arrêter aux portes de la Méditerranée, ne va jamais atteindre le reste du monde, c'est se leurrer. Actuellement, les Chinois se battent pour que les Japonais ne versent pas dans l'océan les déchets radioactifs de Fukushima. C'est qu'ils savent exactement que nous sommes sur une planète et que tout le monde va être atteint et les dommages portés au système qui est le nôtre, hein, le système forclos, même si on a l'impression qu'on n'atteint pas l'espace. Ok, Chamsou. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, je vais conclure. Ce que je veux dire par là, c'est que d'accord, on peut avoir parallèlement des entreprises privées, mais on ne peut pas en vouloir au gouvernement de faire le maximum et que à chaque fois ils sont pris de court et que il y en a certains des chefs d'État qui préfèrent laisser tomber et penser qu'il vaut mieux sauver sa peau et donc de s'enrichir personnellement plutôt que de rentrer dans un débat complexe face à des gens qui n'ont qu'une seule chose en tête, gagner le maximum d'argent en appauvrissant la population. C'est clair. Après aussi, il y a aussi l'hypocrisie aussi de la France en disant qu'elle vient en aide au Niger pour les protéger du terrorisme. Ça aussi, c'est une sorte de mascarade un peu parce qu'on se rend compte que c'est pas réellement vrai. Mais juste, alors, non, je vais terminer avec la dernière question. Juste la dernière question, s'il te plaît, parce qu'on en est déjà quasiment à 1 heure de podcast. Je vais juste te dire que le Mali vient d'adopter un nouveau code minier pour accroître les recettes publiques. Donc là, je pense qu'ils ont effectivement des connaissances qui leur permettent effectivement d'appuyer sur les leviers qui vont bien et que l'on attend de voir les résultats. Alors, pour la dernière question, ça va être très simple. Vu que vous avez vu que c'est une situation assez explosive, la CEDEAO a menacé le Niger de sanctions militaires si elle ne remettait pas le président Bassoum à la tête du pays. Pour l'instant, il ne se passe rien parce que les Nigériens n'ont pas réagi face à ces sanctions. Ils ont tenu bon. Donc pour l'instant, on est sur une phase d'attente. Par contre, le Mali et le Burkina Faso ont averti la CEDEAO que s'il y a la moindre intervention militaire, ça serait une déclaration de guerre. Et imaginez, la Russie vient en aide au Burkina Faso, au Mali, au Niger, et puis ensuite, parce qu'il y a aussi les États-Unis forcément qui sont là aussi, les États-Unis, la France. Imaginez que la France aussi rentre dans le débat. Bah, c'est le début d'une guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'on est peut-être au début là d'une guerre qui va devenir mondiale en fait? Faites vite s'il vous plaît, c'est la dernière question. Oui, on essaie de vrai. C'est-à-dire que depuis longtemps, les choses ont changé. Hein. Depuis, on va dire, depuis 20 ans ou 15 ans, les rapports militaires ont changé, les rapports financiers ont complètement changé. Financiers notamment aujourd'hui, le dollar commence à perdre de sa superbe parce que les Kenyans, toute la zone du Kenya, vont créer bientôt une monnaie qui va leur permettre de faire des échanges entre eux. Elle est déjà en cours dans certains pays, Kenya et ses voisins. De l'autre côté, la Russie n'utilise plus le dollar comme le faisait avant parce que les pays européens et les Américains ont bloqué les avoirs russes. Mais malgré ces avoirs russes, la Russie se porte très très bien et elle commerce avec les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, l'Iran et l'Afrique du Sud. Il y a un commerce qui se tourne très 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 bien. Nos nouveaux militaires
La première place militaire aujourd'hui, c'est la Russie et c'est la Chine. Les Américains, malgré la communication qu'ils font, ne sont plus tellement en odeur de sainteté dans les premières places. Sinon, ils allaient aller bombarder très rapidement là, le Niger. Hein. On allait attendre juste que bon, il y a un avion qui est passé, ils ont bombardé, ils ont remis Bazoum en place et que les rapports de force ont complètement changé et les choses sont en train de changer. Donc, il faut qu'on accompagne ce changement. Il faut qu'on encourage nos frères du Niger pour leur dire que ils sont sur leur bonne voie. Il faut que la population tienne. Il faut aussi que les militaires tiennent et que le peuple malien, on va saluer ici le courage du peuple malien et le peuple burkinabé, et aussi quand même une surprise hein, de la Guinée Conakry, où Sékou Touré avait réussi à prendre l'indépendance sans les armes. Ils nous surprennent quand même de temps, parce qu'il faut rappeler que l'actuel dirigeant de la Guinée Conakry, c'est un ancien légionnaire, donc il y a toujours un peu ce doute-là par rapport à la personne. Donc, il faut les encourager, il faut faire en sorte que ça réussit et que tous les autres pays puissent prendre le relais et se libérer. Voilà. Parfait. Vos avis à Ton et à Shensouk pour terminer? Je fais court. Je pensais qu'on est au début d'une nouvelle guerre, en fait, une guerre qui peut être mondiale. Mais c'est pas la même guerre qu'il y aura tout de suite. Je pense que c'est la notion de guerre que j'emploie moi, c'est pas la même guerre qu'on pense. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, faut vraiment voir que là où on a ne fabrique pas d'armes. Donc, il n'y a pas de fabrication, d'usine, de production. Il y en a 3 pays qui produisent des armes dans le Nigeria, mais c'est pas des usines de conquête. Ils n'ont pas de missiles, de boucliers protecteurs contre des avions, des drones que les Américains peuvent envoyer très facilement pour protéger leurs intérêts. Par contre, faut être beaucoup plus malin aujourd'hui. Il faut faire, pour moi, l'économie qui viendra derrière, ce sera plus une économie d'intelligence, à savoir, pourquoi pas une zone économique ouest africaine qui serait dominée, pourquoi pas par le Nigeria, et il y aurait le Mali, il y aurait le Burkina Faso dedans, enfin bref, une zone économique qui serait une influence et qui éliminerait certains préjugés, et c'est possible. C'est une vision africaine qui peut être mise sur place dès demain, comme on l'a vu à l'est de l'Afrique, qui marche bien. Donc là, les gens sont pas bêtes, ils ont ces visions-là, ils sont assez ouverts d'esprit, et ces zones économiques peuvent marcher. C'est une solution, et surtout avoir un esprit, je l'espère encore, puisque Marcus Garvey, que j'adore, qui est encore toujours dans mon âme, fasse vraiment le panafricanisme enfin. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est nouveau ce qui se passe. Moi, j'ai jamais vu un pays africain dire « je vais protéger mon voisin ». C'est clair. Ça, c'est jamais vu. Ouais. Donc, triste, enfin, si, il y avait quand même Kwame Nkrumah et il a voulu, il a pas fait, il aurait voulu faire, mais ça a fini en croquette boudin. Bon, on va pas refaire l'histoire. Mais il n'y a pas eu vraiment de prolongation, même avec Nyerere, il n'y a pas eu ça. Et c'est vrai que le futur fera par une zone économique, parce que de l'or à foison, on en a en Afrique, et une monnaie d'échange qui se rebaserait sur l'or. Je rappelle que l'or a été dévalué en 1974 par les États-Unis, ils ont imposé le dollar, donc on peut imposer cette monnaie et éviter ces gens suceurs de sang qui viennent nous polluer la vie. Moi, je vote pour qu'on reste africain, parce qu'on est les peuples les plus vieux de la planète. Faut vraiment se rendre compte qu'on est les grands frères. Les autres, c'est les petits. Les grands frères doivent mener l'exemple pour la planète. On doit relever le menton là où on est, et surtout économiquement, des valeurs historiques, les connaître, et surtout imposer notre point de vue. Il est temps. Okay. Yes. Voilà. On va donner le dernier mot à Shensouk pour clore le débat. Oui. Alors, la guerre et la prédation, quelle qu'elle soit, est fortement installée sur le continent depuis des siècles. Alors, pour moi, cette question-là, elle est embarrassante. Car pour moi, c'est plus une guerre pour les Occidentaux, pour leurs intérêts, et entre eux, d'accord?
Et encore une fois, hein, ces conflits à répétition le sont au-dessus donc des peuples du continent, notamment pour contrôler ce qui existe dans leur sous-sol, car toute guerre a un intérêt territorial, notamment pour les pays enclavés, pour les pays externes, de contrôle d'un commerce en particulier. C'est aussi la guerre d'expansion pour contrôler, pour s'imposer un produit sur un marché, hein, et donc en contrôlant donc la population, comme la Chine, elle est quand même dans une guerre économique qu'elle a gagnée, d'accord? Et on n'arrête pas de monter ça en exemple, hein, de ce qu'elle était avant et de ce qu'elle est devenue, la deuxième ou quasiment la première puissance économique mondiale. Donc elle est rentrée en guerre. Donc la question que tu poses, je voudrais l'inverser. C'est-à-dire que pour tous ces États africains, et je le dis hein, franchement, pour tous ceux qui sont restés, hein, puisque moi je fais partie de ceux qui ont été déportés, mais pour tous ceux qui sont restés sur le continent et qui sont issus justement de ces familles, hein, qui ont vu hein, dans le passé un des leurs qui ont été déportés, chosifiés, inclus dans le travail perpétuel, qui aujourd'hui sont dans la migration. Je dirais que, comme l'a dit tout à l'heure Aton, ils ont beau prier, tous les dieux extérieurs, hein, les dieux des autres, ils ont beau se tourner vers l'Égypte. Hein, les Chinois, les Asiatiques disent hein, que le yin et le yang, pour eux, ils sont tous dans une sorte de contourner les angles, hein, d'être dans le consensualisme. Il existe une véritable troisième voie qui n'est pas montrée par les Asiatiques, mais qui reste pour l'avenir, pour cette jeunesse, pour ces générations, dès maintenant. Ils le savent maintenant, qui ils sont. Ils étaient uniques, seuls sur l'ensemble de cette planète. Il n'y avait personne d'autre. Je lance un cri à tous ceux qui sont révoltés, les nouveaux révolutionnaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry. Je leur dis, ayez du courage. Nous vous regardons, nous vous soutenons dans cette troisième voie, que vos ancêtres avaient eu le courage de montrer la voie à tous ces barbares qui ont créé la Méditerranée et qui sont aussi riches que vous aujourd'hui. Vous avez tout notre courage pour trouver cette troisième voie et je suis persuadé que vous allez la trouver non dans la guerre, mais désormais dans un dialogue partagé avec toutes les autres nations. C'est beau. C'est beau ce que tu dis, hein, le faire avec un dialogue. Mais j'en viens un peu de reprendre les propos d'Aton. Il y en a beaucoup avant qui ont voulu le dialogue. Et aussi, il y a un propos aussi de Thibault, je me souviens, qui a dit il y a même des Afro-Américains qui ont créé des sociétés aux États-Unis, qui ont essayé de faire leur propre business et qui ont fini bombardés. Il y a des Noirs qui ont été pour la marche silencieuse, la marche de paix, comme Martin Luther King, et qui a fini par se faire fusiller. Au bout d'un moment, toi, Hachem Saute, tu dis, tu veux pas de violence, tu veux un dialogue. C'est vrai, c'est beau, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Mais moi, avec quoi? Mais il y a une chose. Pour terminer, juste pour finir ce que je vais répondre à ça si tu me laisses la possibilité. Attends, juste laisse-moi terminer aussi quand même. Laisse-moi aussi finir ma phrase. Par contre, j'ai trouvé ça très joli quand tu disais qu'ils doivent avoir du courage, parce que c'est vrai que là, quand tu disais ça, je prenais conscience de la situation. Ils sont dans leur pays, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, un peu. Ils sont sans filet. Il y a personne qui vient les aider. Il y a même des États qui devraient être frères. La CEDEAO qui leur met des bâtons dans les roues. Ils ont été colonisés, ils ont été pillés, ils ont leur population qui est en pleine pauvreté et ils se battent avec ce qu'ils ont. Comme a dit aussi Aton, ils n'ont pas forcément toutes les armes, mais ils vont au combat. Et là, on est là au côté panafricain, on les soutient, mais il faut se rendre compte de
du courage qu'il faut quand même, et du courage qu'ils ont de se mettre debout. Et au final, c'est ça qu'on va retenir. Je pense que c'est ça aussi. Des fois, ça part d'un rien, d'une petite étincelle, comme je disais, d'un petit déclic. Mais peut-être que cette petite chose va devenir quelque chose de très très grand en fait. Et c'est ce qu'on veut pour l'Afrique. Alors, toi, tu voulais dire, ouais. Oui, je voulais juste deux mots. Hein. Tu as cité effectivement les êtres en déportation, ceux qui ont été donc dans les systèmes de plantation, et qui ont eu à se battre. Parce que effectivement la liberté, hein, elle a un prix, hein, et on ne peut effectivement gagner sa liberté que si on se bat, si on rentre réellement dans une guerre. Sachons que, et là j'appuie fortement, ils ont donné les indépendances aux Africains, mais que le continent, les peuples du continent, s'aperçoivent aujourd'hui que donner l'indépendance, c'est rester encore sur le joug de ceux qui les ont dominés, qui continuent à les dominer. Donc, de l'intérieur, puisqu'ils sont à chaque fois surpris que la population existe encore. Donc, de l'intérieur, comme pour les pays asiatiques, il faut désormais créer des cercles de proximité au plus près de la population et arrêter d'être sur des choses de dimension, des dispositifs comme on appelle la CEDEAO et etc., qui sont des dispositifs à une dimension beaucoup plus énorme, qui incluent des demandes externes et qui sont imposées. Mais est-ce qu'ils sont conscients de la réalité que vivent les populations? Est-ce qu'ils comprennent des petites entreprises qui sont en train de monter graduellement dans des savoir-faire? Dernièrement, il y a un homme au Zimbabwe qui a créé un poste de télévision sans électricité, sans prise. Donc, il y a du potentiel. Et je demande, comme tout à l'heure, je viens de citer le code minier, de regarder au plus près leurs propres besoins en étant afrocentrés. Et ne plus penser que les gros dispositifs à l'image, le continent est un continent énorme qui a une multitude de pays, une multitude de frontières qui n'est pas la même image que l'Europe ou les autres pays occidentaux que sont les États-Unis. C'est rien à voir, c'est totalement différent. Donc il faut tout repenser et tout réimaginer par rapport à ce que sont réellement les Africains. Et pour ça, il faut être au plus près, par petits comités, de ce qu'ils sont réellement et de leurs propres besoins et comment ils vont y arriver. Okay. Les Africains sont en capacité de trouver les propres solutions par eux-mêmes. Parfait. On va terminer là. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Bien sûr, les abonnés, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos réactions sur cette situation au Niger. Est-ce que vous y croyez? Ça sera même la question que je vais vous laisser en commentaire. Est-ce que vous y croyez à une nouvelle révolution de l'Afrique, à une nouvelle ère? Ça va être ça, la question. Laissez-nous vos avis, on les lit, on se fait un plaisir de regarder ce que vous nous dites. Pensez bien sûr à liker le podcast, c'est très important pour nous. Pensez bien sûr aussi à vous abonner en masse au Goûter Panafricain, à nous aider à atteindre les 2000 abonnés. Et on se retrouve très vite, je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup d'actualités à débattre. Et on vous fera encore beaucoup de contenu. On vous fera encore beaucoup de contenu sur Goûter Panafricain. En tout cas, merci à vous les panélistes d'avoir participé au débat. Et on se retrouve très vite. Merci. Voilà, c'était le débat sur le Niger qui est encore d'actualité. Donc, il se pourrait qu'on va en faire encore d'autres, des débats sur l'évolution de cette situation. J'espère que ça t'a plu. Laisse-nous en commentaire ton avis. Et pense aussi à regarder la prochaine vidéo qui concerne les ONG en Afrique et leur face cachée, leur face obscure. Laisse-nous des commentaires, on se fait un plaisir de les lire. Pense à nous laisser un like et pense bien sûr à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour des prochains débats sur Goûter Panafricain.